On me disait que mes cheveux c'était de la moquette. Aujourd'hui, on a encore des personnalités publiques noires, importantes, qui ont les cheveux défrisés. Et je lui dis, mais toi du coup t'es noir comme quoi, comme qui? Elle me dit comme un monstre. La population noire est tout le temps divertie. Moi je viens pas toucher tes cheveux lisses en fait, donc pourquoi tu veux toucher mes cheveux crépus? Puis il va y avoir une femme noire avec des cheveux lisses ou avec des cheveux défrisés. Ouais. Et tout ça, tu vois, ça m'a amené à une tentative de suicide. On se dit, waouh! Oh, elle est mignonne la petite fille, je peux toucher son petit afro. J'ai dit non, on touche pas les cheveux de ma fille, je viens pas toucher tes cheveux, tu vois. Bienvenue sur le podcast Curves Life Matters, le podcast qui vous aide à aimer et accepter vos cheveux au naturel. Je m'appelle Victor Dordogne et aujourd'hui je suis avec Aurélie Varnavo, psychologue. Enchanté Aurélie. Enchantée Victor. C'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Pareillement, merci pour l'invitation. Parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient très à cœur et qui, je pense, parle à énormément de mamans et de papas qui ont des enfants aux cheveux texturés. La discrimination capillaire dans le cadre de l'école. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus, Aurélie, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à la psychologie et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu en es là où tu es? Alors du coup, comme j'ai dit, je suis psychologue. J'aime me dire psychologue intégratif parce que j'intègre plein de choses finalement dans mes thérapies. J'accompagne principalement les femmes et les couples aussi à guérir de leurs blessures du passé, à reprendre confiance en elles, à s'aimer. Les mamans aussi justement, souvent malheureusement célibataires, on va dire, qui sont toutes seules finalement avec leurs enfants. Et puis en fait, ce qui m'a un peu menée à mon métier aujourd'hui, c'est un peu mon parcours de vie où j'ai aussi subi beaucoup de discrimination, beaucoup de racisme en grandissant. Donc j'avais beaucoup de mal à m'accepter, à m'aimer comme j'étais. Je voulais longtemps être blanche, avec les cheveux lisses. Ouais, parce que t'inquiète, ce sujet me parle aussi particulièrement parce que moi, quand j'ai grandi, on me disait que mes cheveux c'était de la moquette. Je voulais absolument me faire défriser les cheveux parce que je me disais que mon afro c'était pas joli. Enfin. Les petites nattes aussi, on s'est beaucoup moqué de moi. On m'a pris mes photos, mes cheveux sur Twitter en photo. Enfin, tu vois, vraiment pour se moquer de moi et tout. Ouais, vraiment. Donc, j'ai pas grandi en ayant confiance en moi, en me sentant aimée, valorisée, etc. Et puis aussi, j'ai vécu une agression sexuelle. Et tout ça, tu vois, ça m'a amené à une tentative de suicide où vraiment, je me suis dit, ma vie, elle sert à rien. Et quand j'ai guéri, enfin, en tout cas, quand je me suis dit, OK, non, Aurélie, tu vas rester en vie, je me suis dit, mais j'en suis sûre qu'il y a plein de personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu ou une partie de ce que j'ai vécu et qui n'ont pas forcément de personnes pour les aider. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, déjà rien que sur les réseaux, à parler un petit peu de mon histoire, à être une oreille. Et après, c'était tellement... En fait, mon métier, c'est une sorte de métier passion, un petit peu, tu vois, que je me suis dit, mais en fait, je veux me former en tant que psy pour aider les personnes à guérir, et puis surtout à se rendre compte que leur vie a de la valeur, quoi, tu vois. Donc, c'est un peu ça qui m'a amenée à ce métier. Et puis aussi, j'avoue que je suis croyante aussi. Et pendant longtemps... il y a eu ce discours, donc en tant que noire et en tant que croyante, qu'on n'a pas besoin de psychologue, parce que c'est pour les blancs, ou soit on a Jésus, quoi, qui peut tout régler. Jésus sauve. Voilà, Jésus sauve de tout, pour tout, en tout temps. Et en fait, je me suis dit, alors, oui, en quelque sorte, quand on y croit, mais c'est une belle complémentarité, en fait, aussi de se faire accompagner. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu m'as envoyé un message, ce sujet, pour moi, il fait sens. J'ai une petite fille de 4 ans et demi aussi. Qui a du coup des cheveux texturés, qui apprend à aimer son afro là où il y en a pas beaucoup comme elle, en fait, là où elle est à l'école. Et ça m'a beaucoup parlé parce que j'accompagne 95% de ma patientèle est afrodescendante, tu vois, donc énorme. Et elles ont aussi soit elles-mêmes ce besoin de s'aimer, de s'accepter, elles ont grandi avec parfois des commentaires aussi racistes, etc., ou elles-mêmes ont des enfants qui peuvent aussi avoir ces interrogations-là. Donc, je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. Donc, merci. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais définir, selon toi, ce qu'est la discrimination capillaire? À partir de quand ça commence? En fait, pour moi, la discrimination capillaire, c'est à partir du moment où tu reçois des moqueries, des paroles contre tes cheveux, ou soit t'es mis de côté par rapport à la texture de tes cheveux. Donc, généralement, c'est les personnes qui ont des cheveux texturés qui sont victimes de discrimination capillaire. Ou bien, tu vois, on te fait comprendre que la manière dont tes cheveux sont, c'est pas de la bonne manière, ça fait pas soigner, etc. Donc, à partir du moment où il y a des remarques, des critiques, des insultes, même au niveau de tes cheveux,
on parle de discrimination capillaire. Tu vois, toutes les femmes à qui ont passé des entretiens, qui ont dit c'est pas une coiffure professionnelle. Moi, je sais que j'ai ma meilleure amie qui était en face donc je suis antillaise, guadeloupéenne. Ma meilleure amie est martiniquaise. Elle était en face d'une conseillère à Pôle emploi qui, elle aussi, était antillaise, mais qui lui ont dit là, par exemple, la photo que vous avez sur votre CV, c'est pas bien, vos cheveux ils sont en pagaille. Et quand je te dis, Victor, qu'elle avait un afro, mais tu sais, les afros, c'est pas les afros comme on peut avoir, tu sais, ces afros descendus, je me dis, en fait, ça, tu vois aussi, c'est de la discrimination capillaire, tu vois. Et par rapport aux enfants, quel type de discrimination les enfants peuvent subir à l'école ? Comment ça se manifeste ? Ça peut être des moqueries. Parce qu'on leur dit que leurs cheveux, ils sont bizarres, leurs cheveux sont différents. Le fait qu'on veuille tout le temps toucher. Ah, attends, je veux toucher tes cheveux, je veux voir, moi, c'est pas pareil, etc. À répétition, finalement, parce que moi, je viens pas toucher tes cheveux lisses, en fait. Donc, pourquoi tu veux toucher mes cheveux crépus ? Ça peut être, comme des remarques à chaque fois. Toi, c'est bizarre comment tu te coiffes, etc. Et puis aussi le fait qu'on les mette un petit peu de côté parce que toi t'es pas comme nous et je sais que des fois on peut se dire que c'est que sur la couleur de peau mais jusqu'aux cheveux en fait parce qu'effectivement on peut avoir différents types de cheveux, différentes coiffures, on peut changer aussi régulièrement, donc c'est merveilleux finalement nos cheveux, on peut faire 1001 choses avec et c'est vrai que les enfants qui viennent à chaque fois pointer du doigt ou faire des remarques, ça on parle aussi de discrimination capillaire, tu vois. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est très répandu en France ? Est-ce que c'est quelque chose d'exclusivement français ou tu as l'impression aussi que ça peut être répandu en Guadeloupe, aux Antilles, en Afrique ? Alors, tu vois, je dirais un peu moins en Afrique parce que généralement, alors c'est très général ce que je veux dire, mais elles ont à peu près toutes le même type de cheveux. C'est très général, mais à peu près. Alors en France, oui, c'est hyper répandu et beaucoup plus qu'on ne le croit finalement. Et puis finalement, même aux Antilles, parce qu'aux Antilles, on a ce stéréotype, malheureusement encore beaucoup, de la femme antillaise qui doit avoir les cheveux d'un certain type. Il faut qu'ils soient un peu coulis, il faut qu'ils soient un peu ondulés, etc. Et celle qui peut être victime de discrimination capillaire ou celui, ça va être celle qui a les cheveux un peu plus crépus, du type 4C par exemple. Les cheveux grainés. Voilà. C'est ça. Mais et c'est vrai que finalement, on associe plus ce type de cheveux à la population africaine, alors qu'en réalité, rien à voir. Et puis, nos ancêtres aussi, une partie de nos ancêtres viennent d'Afrique. Donc, et effectivement, que ce soit en France, que ce soit en fait dans tous les pays un petit peu dits européens, mais aussi aux Antilles, malheureusement, j'ai envie de dire, les personnes peuvent être victimes de discrimination capillaire. Et d'autant plus les femmes, du coup. Et du coup, comment ça affecte justement la construction de l'estime de soi ? Comment ça va affecter l'image qu'une personne a de lui-même ? Tu vois, un enfant qui grandit, c'est un peu comme les critiques sur son physique, par exemple. Mais là, je dirais un peu que c'est un impact un peu plus profond parce qu'on vient toucher un petit peu à l'identité, à la culture de l'enfant, où quand on vient se moquer de lui, on vient lui faire comprendre c'est pas assez comme il est, tu vois, c'est pas assez bien. Donc, du coup, son image est hyper altérée. Il va vouloir être différent, tu vois, comme moi, j'ai voulu être blanche à un moment donné. Il y en a des milliers qui ont eu, tu vois, cette expérience-là. Et donc, du coup, rien que ça, là, cette notion de l'identité, ça va venir altérer l'estime de soi. Parce que du coup, pour te construire, tu vas dire qu'il faut que je sois différent. Comment je suis, c'est pas assez bien, c'est pas bon. Et donc, tu vas grandir avec des discours internes qui vont être très négatifs parce qu'il va falloir que tu changes, tu vas avoir toujours cette sensation qu'on te critique ou que t'es pas assez bien. Donc pour l'estime de soi, finalement c'est très compliqué de le développer. Et puis voilà, ça vient réellement toucher à la notion de la culture, de ma culture. Peut-être qu'elle est pas aussi bien que ça. Il faudrait que je change, il faudrait que je sois différent. Et c'est là que les parents ont tout un rôle à jouer à ce niveau-là, quoi. Donc au niveau de l'éducation, il faut qu'ils jouent un rôle pour essayer de contrecarrer que ce soit ce qui est dit directement ou beaucoup indirectement. Ouais. Quand on voit qu'il n'y a pas de représentation de princesses Disney qui sont vectorisées avec des cheveux crépus, on se dit waouh. Mais vraiment. Et je me dis du coup, quelles sont les répercussions sur le long terme que tu vois aujourd'hui sur tes patientes psychologiquement et quel impact psychologique concret que tu vois aujourd'hui sur ta patientèle? Tu vois, par exemple, c'est super ce que tu as dit là pour les princesses Disney. Il n'y a aucune représentation. On a Tiana, qui a un beau petit chignon bien fourni en bas, mais c'est tout en fait. Et moi, je le vois avec ma fille qui, à un moment donné,
et je l'avais partagé sur mes réseaux. Elle m'avait dit, on parlait de partir en voyage et je lui disais que t'allais être avec, il faut que tu apprennes l'anglais parce que tu vas être avec des personnes qui vont parler anglais. Et je lui dis, comme la dernière fois, quand t'étais partie, t'étais avec des personnes qui parlaient italien. Elle me dit, oui, je me rappelle, j'avais une copine, elle avait de longs cheveux, comme une princesse, comme la Reine des Neiges Elsa. Ok ? Je lui dis, et elle me disait, elle a repris, elle est blanche comme une princesse. Et je lui dis, mais toi, du coup, t'es noire comme quoi, comme qui ? Et elle me dit, comme un monstre. Parce qu'au final, ma fille, elle s'aime de tout son cœur, elle se trouve trop belle, il faut la voir Mais la seule représentation de tout ce qui est de noir à chaque fois, ça va être le monstre, ça va être le chien, ça va pas être la princesse. Ça revient à l'essence même des couleurs. Ouais, vraiment. Du noir et du blanc. Ouais. Et Aimé Césaire illustrait ça extrêmement bien dans le concept de la négritude. Et ça fait aussi penser à un poème d'Edgar Senghor où il décrit l'homme blanc sous toutes ses facettes quand il est malade, quand il rougit. Alors que nous, on a une unicité dans notre existence au travers de notre couleur. Et entendre que ta fille, qui est quand même l'enfant d'une psychologue, de quelqu'un qui a fait un travail sur elle-même au niveau de la santé mentale, réussisse à dire que sa représentation du noir, dans son concept général, c'est un monstre, te dis putain, vraiment, qu'est-ce qu'il y a pour les autres? Si la mienne est comme ça, mais les autres, elles sont comment? Non, mais vraiment, parce que je me dis, je fais un travail monstre pour justement qu'elle aime son afro. Parce que moi, je sais que j'ai pas aimé le mien, on n'a pas travaillé dans ce sens. J'essaye aussi de lui acheter beaucoup de livres, tu sais, où on voit des petites filles noires, mais en réalité, même quand je veux mettre des livres audio, les images, les princesses, elles sont blanches. Et donc, je me suis dit, waouh, et tu vois, ça a fait le parallèle justement avec mes patientes, je reviens à ta question, où finalement, il y a un manque de représentation. Et donc, elles ont du mal à s'identifier, finalement. Tu vois, c'est hyper important d'avoir des rôles modèles où on peut se dire... Donc maintenant, grâce au réseau, on en a un peu plus, aussi des femmes noires qui s'accomplissent, qui réussissent et à qui on peut s'identifier. Mais pendant des années, finalement, il n'y en a pas eu. Et tu vois, je sais que mes patientes, au niveau de l'estime de soi, c'est très compliqué. Au niveau du fait de se trouver, mais juste belle et appréciable, c'est compliqué. Au niveau de la construction, la relation à l'autre, ça peut être compliqué de se dire, mais l'autre peut m'aimer tel que je suis, l'autre peut m'aimer comme je suis, tu vois, tel que je suis. Donc, au niveau de l'acceptation de soi, c'est compliqué. Au niveau de l'estime de soi, c'est compliqué. Au niveau aussi parfois de la confiance en soi, c'est compliqué parce que on peut être confronté à des femmes qui, toute leur vie, on leur a dit, bah, tu réussiras pas parce que t'es noire ou parce que tes cheveux sont comme ci ou comme ça, comme je disais aux entretiens, par exemple. Et donc, de venir après travailler sur quelque chose qui, pendant toute une enfance, adolescence, donc où la construction identitaire se fait, et venir tout déconstruire pour reconstruire, ça peut être compliqué finalement. Et est-ce que tu penses que le personnel éducatif a un rôle à jouer? Les professeurs, les surveillants, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer justement dans la construction ou en tout cas dans le fait de ne pas transmettre certains discours ou corriger certains discours négatifs? J'ai reçu une petite qui aujourd'hui témoignait d'une histoire en disant, mais ma surveillante est venue, elle m'a touché les cheveux. La petite, elle avait 7 ans. Wow. C'est horrible. Ouais. Avec un afro magnifique. Et tu te dis que tu peux même pas faire confiance aux adultes pour ne pas reproduire des concepts et une vision qui est totalement négative aussi de l'homme noir. Et parfois, ce sont des gens qui sont de la même couleur de peau qui sont en train de reproduire. Ouais, vraiment. Ouais. Plus que des personnes qui sont caucasiennes, comme pouvait le dire... c'est pas Martin Luther King, c'est... Malcolm X. Merci. Malcolm X, quand il faisait justement la description du nègre de maison contre le nègre des champs, en disant que le nègre de maison n'a aucune volonté que la maison du maître brûle. Ouais. Parce qu'il va ne plus pouvoir manger ces bons petits plats, ou en tout cas juste les restes. Ouais. Est-ce que justement, on peut se poser des questions vis-à-vis du comportement des éducateurs, des professeurs et les parents? Comment ils doivent réagir à ça? Alors, tu vois, dans un premier temps, vraiment, c'est
hyper important que les parents jouent leur rôle à ce niveau-là. Donc, essaye au maximum d'apporter de la représentation pour les enfants, essaye de valoriser l'enfant et de leur expliquer même finalement l'histoire de l'enfant. Je pense que, tu vois, notre histoire culturelle, elle est forte, elle est puissante et elle mérite d'être transmise. Il n'y a pas un âge qu'on doit attendre pour justement en parler. Moi, je sais que mes parents, c'est des choses qu'on n'a jamais abordées. Tu vois, c'est bien après, quand j'ai grandi, que j'ai compris que dans mon histoire, j'étais à moitié indienne, que j'avais du sang africain, que j'avais du sang blanc aussi, et que j'étais en mode, mais pourquoi j'ai ces cheveux-là? Tu vois, mais j'avais cette idée-là, mais pourquoi du coup j'ai pas eu les cheveux indiens de ma mamie, tu vois? Mais parce que j'ai pas appris à grandir en acceptant mes cheveux tels qu'ils étaient. Et aujourd'hui, avec ma mère, on a des vraies conversations sur, je savais pas, sinon j'aurais fait autrement, etc., tu vois? Et je pense que le parent doit inciter son enfant à prendre soin de son cheveu. Donc, tu vois, les trucs un petit peu bâclés qu'on fait, qu'on faisait des fois, tiens, je te coiffe comme ça, mais c'est difficile de coiffer ton cheveu, mais ça prend du temps. Tu vois, toutes ces phrases, on se rend pas compte, mais ça vient s'imprimer dans l'esprit de l'enfant qui se dit, bah, mes cheveux sont compliqués. Mes cheveux sont compliqués, mais du coup, inconsciemment, il ramène ça à lui et à son identité, tu vois. Donc déjà, les parents à ce niveau-là, c'est hyper important. Et puis de montrer aussi qu'eux-mêmes acceptent leurs cheveux tels qu'ils sont, qu'ils prennent soin de leurs cheveux. Et donc la représentation, elle commence aussi à ce moment-là. Et puis pour moi, le personnel éducatif, c'est se rendre compte déjà de ses propres pensées, de ses propres manières de voir les choses. Beaucoup vont dire, mais je suis pas raciste, donc du coup... Merci. C'est la phrase... Vraiment, je suis pas raciste, j'ai un ami noir. D'accord. Et tu vois, du coup, pour moi, quand tu viens déjà avec cet a priori de, ben non, mais je suis pas raciste, donc je vois pas pourquoi tu pourrais dire ça. En fait, tu ne te permets pas de te rendre compte et de conscientiser tes comportements qui peuvent être néfastes pour l'enfant, tu vois. C'est comme quand un homme dit, oui, mais en fait, je suis pas du tout patriarcal. Oui, mais pourquoi tu as une position dominante vis-à-vis des autres? Exactement. Tu t'es posé la question. Exactement. Pourquoi tu as réussi et l'autre n'a pas réussi à donner les mêmes efforts que toi? Effectivement, ça se reproduit dans ce qu'on voit dans les comportements de base. Et aujourd'hui, les parents transmettent ce qu'ils connaissent. Malheureusement, on est souvent divertis. Ouais. La population noire est tout le temps divertie. Ouais. Dans la beauté, dans l'hypersexualisation du corps de la femme, dans une comparaison forte en termes d'ego chez les hommes, dans une quête perpétuelle de qui a le plus de femmes, qui a la plus grosse voiture, la plus grosse maison. Mais on ne parle pas d'éducation financière, on ne parle pas de racines culturelles, on ne parle pas de transmission. Toutes ces choses-là ne sont pas du tout évoquées. Et aujourd'hui, chez les enfants, quand on pense à la discrimination capillaire, comment une maman qui a les cheveux défrisés, qui n'y connaît absolument rien, qui n'a jamais rien appris sur son cheveu, qui ne l'aime pas, qui n'a aucune volonté de l'aimer, de le découvrir. Et aujourd'hui, on a encore des personnalités publiques noires, importantes, qui ont les cheveux défrisés. Comment on réagit à cette situation en tant qu'enfant? L'enfant, il ne peut être que dans la réaction, dans tous les cas. Il n'a pas la capacité, en tout cas, de prendre du recul et de réfléchir sur ces circonstances. Je me dis, mais si je dis à ma fille, mais regarde telle personne, comment elle est belle, elle va regarder des infos et puis elle va avoir une femme noire avec des cheveux lisses ou avec des cheveux défrisés. L'image de la représentativité qu'elle va avoir de la femme noire, c'est ça. Et pour l'instant, il n'y a pas de représentativité forte des femmes noires avec des cheveux 100% naturels. Et surtout en France. Parce que tu vois, aux États-Unis, il y a Viola Davis, que j'aime beaucoup, qui, elle, limite à chacune de ses représentations, des fois, elle a son afro, etc., tu vois. Mais en France, c'est vrai que c'est... Alors, est-ce que c'est tabou, tu vois? Est-ce que c'est encore un sujet tabou? Parce que finalement, elles-mêmes, ces femmes-là, n'acceptent pas, comme tu disais encore, leurs cheveux crépus, ne se disent pas que c'est quelque chose avec lequel tu peux sortir, tu peux être professionnelle, tu peux être classe, tu peux être belle, etc. Et je pense que ça, déjà, c'est problématique. Parce que comme tu le disais, comme ta fille, elle le voit, et donc forcément, elle va se dire, bah, c'est le cheveu lisse qui est joli. Bah, tous les enfants, en fait, vont penser comme ça. Parce que les enfants, ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils reçoivent, et puis c'est la représentation qui est là, et t'as beau leur dire, mais non, mais tu sais, toi, avec ton afro, t'es magnifique. Mais ce qu'elle va voir au quotidien, c'est pas des afros, tu vois. Et je pense que ça, et c'est là où
le parent, il a tout un rôle et des fois aussi une pression, entre guillemets, tu vois, aussi à ce niveau-là, à jouer, parce que du coup, on prend pour tous les autres qui ne font pas. Oui. Ouais, et ça, c'est lourd à porter aussi, tu vois, à expliquer à une enfant de dire, mais pourquoi elle a les cheveux lisses, mais pourquoi moi, j'ai les cheveux comme ça, tu vois. Mais moi, je sais que à un moment donné, j'ai dû vraiment expliquer à ma fille, tu sais, maman, elle met des coiffures protectrices, c'est pendant une période parce que j'ai beaucoup de choses à faire et je veux prendre soin de mon cheveu, donc je veux pas le bâcler. Et à chaque fois que j'enlève mes coiffures protectrices, je lui dis, oh, regarde, on fait un afro comme maman, et je lui montre comment je prends soin de mon cheveu, etc. Parce que si moi je le fais pas, qui va le faire, tu vois? Et je sais que ma mère, quand je l'ai poussée à revenir aux cheveux naturels, au début pour elle c'était difficile parce que pareil, sa mère, elle a les cheveux indiens, donc très, tu vois, ondulés, un peu lissés. Et elle a les cheveux crépus, quoi. Et donc, c'était compliqué pour elle au début d'accepter son cheveu afro tel qu'il est. Et c'est maintenant que tu la vois devant le miroir. Oh, c'est joli, ça a poussé, etc. Donc, ma fille, elle voit aussi sa mamie avec ces cheveux-là. Mais c'est sûr que quand on a une maman, comme tu dis, qui n'a même pas le désir d'apprendre à prendre soin de son cheveu, à connaître son cheveu, à connaître ce qui est bon ou pas pour son cheveu, mais comment finalement elle va transmettre à son enfant, tu vois? Et surtout, est-ce qu'il ne faudrait pas ancrer justement dans la transmission des sessions pour les parents, des bootcamps, Ouais. des choses de base, Des workshops qui leur permettraient et permettraient aussi aux enfants de Totalement. s'aimer, de s'accepter, de voir qu'il y a d'autres enfants comme eux, Totalement. qu'il y a de la représentativité. Je Ouais. pense que c'est super important. Pour revenir un peu aux écoles, est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'il y ait des petits changements réglementaires, des changements au niveau... parce que, encore une fois, pourquoi je pose la question, dans énormément d'écoles primaires, de collèges, privés ou publics, il y a des règlements qui imposent à certains enfants d'avoir soit les cheveux courts, je pense aux garçons, ou les cheveux attachés. Ouais. Chose qui ne correspond absolument pas aux typologies de cheveux afro. Tu vois, pour moi, ça devrait être modifié. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais on continue d'alimenter ce racisme un peu systémique, tu vois, de pays, de culture, là. Alors, en réalité, l'enfant avec ses cheveux afro, il devrait pouvoir les porter comme il veut. Mais tu vois, c'est un peu comme dans les danses classiques où tu dois avoir ton chignon tiré. Je suis désolée, mais mon cheveu, il respire pas forcément quand il a H24 tiré avec du gel, tu vois. Et je pense que dans les écoles, c'est pour ça que pour moi, il faut une reconnaissance, en fait. Il faut que les écoles, et je vais aller plus loin, le ministère même, tu vois, de l'éducation, puisse se rendre compte qu'il y a des discriminations capillaires qui sont faites, qu'il y a du racisme systémique et que du coup, ça n'aide pas du tout nos enfants à se sentir à l'aise, à se développer, à bâtir une estime de soi forte, parce que finalement, on leur impose le même style, j'ai envie de dire, entre guillemets, de vie, mais de façon d'être et de façon de faire, qu'un enfant caucasien qui n'a pas du tout les mêmes cheveux, le même type de cheveux que l'enfant noir ou afrodescendant, tu vois, ou métis même, tu vois. Et je pense que ça, c'est à prendre en compte, donc dans les règlements à changer à ce niveau-là. Puis tout à l'heure, tu parlais des éducateurs et des fois même des profs qui viennent toucher. C'est mignon ce que t'as fait là dans tes cheveux. En fait, on se rend pas compte, mais ça, tu viens pas le dire à un blanc, tu vois. Je peux toucher tes cheveux à chaque fois, je peux toucher les petites barrettes. Et forcément, quand tu viens toujours dire à l'enfant noir qui fait de nouvelles petites coiffures, c'est mignon, je peux toucher tes petites nattes. Parce que moi, j'ai vu à Alia, on lui a fait, tu vois, combien de fois dans la rue, on est passé. Et je pense que même là, les parents, je sais que des fois, on a peur de passer pour Black Angry Woman, tu vois, genre celle qui est toujours la femme noire qui est toujours fâchée. Mais je pense que là, on peut s'autoriser à passer pour la femme noire fâchée ou pour le père noir fâché, qui en fait, quand il entend ce genre de choses, va se rendre à l'école pour dire ça, c'est intolérable, en fait, c'est inacceptable. Et qui montre à son enfant que ça, c'est pas OK. Et c'est pas parce que nous, on l'a peut-être subi et que nos parents n'ont rien dit qu'on va laisser ça se perpétuer, Je suis tu vois. d'accord. Et ça me fait penser un peu à l'image de la Karen, version blanche du coup. Toujours un truc à dire. Oui. Mais la colère n'est pas forcément injustifiée. Ouais. La colère, il faut qu'on s'approprie, se réapproprie la couleur, la colère en tant qu'homme noir et femme noire. Ouais. Parce qu'on a trop souvent voulu nous cantonner à une existence docile, lisse, à une existence où on ne dit rien, on ne pense rien, et c'est les autres qui décident pour nous. Ouais. Mais non,
On a le droit d'être en colère, Exactement. on a le droit de protester, on a le droit de dire quand ça ne va pas, on a le droit de penser, on a le droit de vivre, de ressentir des émotions négatives. Parce que c'est une boussole. Ouais. Ça vient nous indiquer, en fait, qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK, en fait. C'est un guide qui nous indique vers ce vers quoi il ne faut pas aller. Et refouler l'émotion négative, c'est vouloir, d'une certaine façon, se conformer et accepter des choses qu'on n'a pas envie de vivre. Tout court. On ne veut pas les vivre. Alors pourquoi s'imposer ces genres d'émotions, ce genre de ressenti Et en faisant ça, en fait, on montre à nos enfants que c'est OK de souffrir. Exactement. C'est OK d'être dans une situation toxique. C'est OK d'être dans des relations qui ne sont pas saines pour nous. C'est OK de travailler 35 heures pour gagner moins que le SMIC. That's not OK. C'était visé. Si vous n'aviez pas compris, c'était visé. Bref. Être noir, c'est être beau, c'est être excellent. C'est briller. Parce que c'est la seule couleur qui absorbe toutes les autres pour se former. Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi. Est-ce que tu penses... Ben, tu glows, je suis obligé de le dire. Ouais. J'ai pas eu la chance d'être né aussi noir. Mais je vais essayer de me corriger mon bronzage en Martinique dans pas longtemps. Donc, le rôle... Est-ce que tu penses que les marques capillaires ont un rôle à jouer dans la représentativité aujourd'hui ? Je pose la question parce que quand tu vas acheter des produits au supermarché et que tu veux acheter des produits pour cheveux crépus, c'est écrit « produit pour cheveux secs ». Je te jure, cassant. D'accord. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et non, mais totalement, parce que finalement, encore une fois, c'est comme si tu viens dire à l'enfant et même à l'adulte que ton cheveu, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. En fait, on vient pas pour prendre soin de ton cheveu comme on prendrait soin d'un autre. On vient pour réparer ton cheveu parce que forcément, il y a une erreur. Forcément, soit il est sec, soit il est cassant, soit il est abîmé, etc. Et je pense que en fait, tout est important, même dans le phrasing, le choix des mots. Parce que l'enfant, au final, au début, il sait pas lire et donc c'est le parent qui le lit. Mais au fur et à mesure, il va apprendre à lire. Il va savoir se rendre compte de ce qui est marqué et des soins qui sont pris pour prendre soin justement de ses cheveux. Et donc, il va venir faire des associations où peut-être que mon cheveu, il n'est pas forcément bon, mon cheveu, il n'est pas forcément doux, mon cheveu... Toujours des choses négatives, tu vois. Et je pense que les marques capillaires... Alors déjà, je trouve qu'il y en a de plus en plus qui, enfin aussi, font des produits beaucoup plus adaptés aussi pour les cheveux, on va dire comme les miens, qui sont vraiment 4C, les crépus, quoi. Et des bons cheveux, des bons produits, pardon, où... C'est bien, c'est un bon lapsus. Continue. J'aime bien ce que j'entends. Et je pense que ça, c'est hyper important. Et donc, du coup, forcément, comment ils vont les nommer, ça va être important. Parce que l'enfant, tout de suite, va faire des associations avec le mot et le cheveu qu'il va porter, tu vois. Tout comme dans les... dans les promotions, tu sais, les pubs qu'ils font, pendant un long moment, on a vu rarement des femmes avec des cheveux afro de cheveux type 4C, tu vois. C'était beaucoup les femmes avec des boucles. 3C. Exactement, tu vois. Et pendant longtemps, moi, je me rappelle que je voulais leur ressembler parce que pour moi, c'était le meilleur type de cheveux, tu vois. Elles sont tout le temps là. Une femme noire, c'est censé avoir des beaux cheveux bouclés, etc. Parce que quand tu regardais les campagnes publicitaires, c'était ce qui était montré. Donc, de plus en plus, là, je trouve qu'il y a des marques capillaires qui intègrent tout type de cheveux texturés, et ça, c'est génial. Mais je pense qu'il y a encore du travail à faire au niveau surtout des mots, tu vois, et puis de la représentativité encore plus, tu vois, que ce soit pas juste une femme aux cheveux 4C ou 4B et toutes les autres, tu vois, avec des cheveux 3C. 3C, 3B. Voilà. Mais qu'il y en ait beaucoup plus. J'ai jamais vu une campagne où, par exemple, il y a que des femmes qui ont des cheveux 4C, tu vois, 4 quelque chose. Pour ceux qui comprennent pas, on n'est pas en train de jouer au jeu des chiffres et des lettres. Pas du tout. C'est l'échelle d'André Walker. C'est le coiffeur Oprah Winfrey qui a inventé cette échelle pour pouvoir vendre ses produits capillaires aux femmes de tous les types, justement, capillaires. C'est avant tout une opération marketing, mais aujourd'hui, cette échelle est reprise principalement par les coiffeurs ou ceux qui sont un peu fans de soins capillaires pour pouvoir expliquer et décrire les différentes typologies de cheveux. Ça ne veut pas dire que le cheveu ne se cantonne qu'à ça en termes de description, parce qu'un profil capillaire, c'est beaucoup plus complexe. Voilà, c'était pour la petite minute explication. Donc, effectivement, je comprends totalement ce que tu veux dire dans le sens où, aujourd'hui, il va falloir permettre de voir des typologies d'existence différentes chez les enfants.
Et on entend parler beaucoup des mouvements woke, des mouvements transgenres. Et encore une fois, ce n'est pas un mouvement, puisqu'il y a des gens qui naissent comme cela. On entend beaucoup parler de d'ouverture d'esprit, mais j'ai l'impression que pour les Noirs, c'est toujours en retard. Toujours. On a toujours, pour nous, pas nous avons un train de retard, mais l'acceptation du fait qu'on existe tout court en France est en retard. Il y a 17% de Noirs selon l'INSEE en France, et je vois pas 17% de députés noirs à l'Assemblée. Jamais, mais pas du tout. Mais quand tu regardes même les dessins animés, même les films, même les séries, je me dis, ils ont mis la personne noire, mais il y a la personne transgenre, il y a la personne homosexuelle, il y a la personne... Et c'est comme si, tu vois, ils ont fait leur quota. Oui. Ils ont rempli leur quota. On a mis le noir dans la série ou dans le dessin animé. Tu vas rarement voir un dessin animé, par exemple, où il n'y a qu'une famille noire. Les films où il n'y a que des noirs, ils sont rarement... Je ne sais pas si tu as vu Think Like a Man. Non, j'ai pas vu, mais ils sont rarement profonds. Bah ouais. Et rarement aussi montrés en France, en fait. Tu vois, il était aux États-Unis, il est sur Netflix maintenant, mais il n'était pas dans les cinémas francophones parce qu'il y avait que des noirs, finalement, tu vois. Et comme tu dis, dans nos représentations au niveau, tu vois, politique, on est où? Oui. Et ça, je pense que... C'est très important. Vraiment, parce que finalement, quand nos enfants... Alors, ils regardent... Enfin, moi, je sais que ma fille, elle va pas regarder ça à la télé ou autre, tu vois, mais plus tard, quand elles vont grandir, c'est de se dire, mais est-ce que moi, je peux me projeter en étant députée, en étant ministre? Bah, peut-être pas, parce que je vois pas de personne comme moi, finalement. C'est ça. Et j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait un moment donné, il y en a un qui se lance pour dire, vas-y, je me lance et je prends le poids un petit peu, tu vois, je porte tout le monde. J'ai pas non plus l'impression que quand les personnes comme ça se lancent, ils soient super, tu vois, soutenus non plus, tu vois. Oui. C'est un moment, allez, on le soutient, et après, tout redescend. Et c'est ça que je trouve réellement dommage, parce que... Et je me pose la question, justement, quand tu parles de représentativité. Quand tu penses, on revient sur le sujet des séries, des films. Moi, les seules séries ou films auxquels je pense avec des hommes noirs, c'est des séries drôles. Ma famille d'abord, genre. Ma famille d'abord, j'adore cette série. Le Prince de Bel-Air. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, on a de la chance d'avoir Will Smith, qui a incarné des rôles extrêmement divers et variés. Denzel Washington aussi. Vraiment. Heureusement, mais le businessman, il est où? Ou si c'est un businessman, forcément, il est en train de couillonner quelqu'un. Non, mais c'est vrai, mais il y a tellement de stéréotypes. Bon, il faut bien qu'il y ait une histoire dans le film, j'ai compris. C'est bon, les scénaristes, là, je vois. Mais quand même, pourquoi ne pas avoir juste des femmes et des hommes noirs comme tout le monde? Ouais, qui ont des rôles comme les caucasiens, ils peuvent avoir des rôles, en fait. Pourquoi c'est forcément un rôle de prostituée qu'on lui propose? Non, mais vraiment. Pourquoi c'est forcément un rôle de la femme de ménage? Pourquoi c'est forcément le rôle de... Je me rappelle, le grand débat qu'il y avait eu quand Johnny Depp avait été en procès contre son ex-femme. Et que du coup, ils avaient dû annuler le tournage de Pirates des Caraïbes. Et qu'ils avaient enfin décidé de se dire, purée, on va mettre en rôle principal une femme noire. Mais le tollé que ça avait causé, c'était pour eux totalement impossible. Le James Bond, là aussi, vous avez voulu faire ça. Ouais, mais comme la petite sirène. Tu te rappelles? Oui, avec Hailey Bailey. C'est dingue. Moi, je me suis dit, mais les gars, on parle de quoi là? On parle d'une sirène qui n'existe pas. Vous faites un débat dessus. On parle de James Bond. Enfin, c'est quoi le problème, tu vois? Mais encore une fois, on va dire, mais non, nous ne sommes pas racistes. Nous n'avons rien contre vous. C'est ça. Et dans l'autre sens, tu as des femmes blanches qui vont s'approprier notre culture, que ce soit au niveau des coiffures, que ce soit au niveau des formes, des formes physiques qu'elles essayent d'avoir. Parce que comme Black don't crack, vous voulez avoir le même crack que les Blacks. Sauf que ça marche pas comme ça. Ce sera jamais aussi bien. Au niveau des danses aussi. Et du coup, tu as une forme de codification des danses afro-descendantes. Et moi, ça me fait trop rire quand je vois essayer d'interpréter ce genre de représentation. Non pas qu'ils dansent mal, c'est pas ça. Mais c'est juste que tu vas pas dire que c'est toi qui as inventé la kizomba, en fait. Ou le zouk, ou le compas, voilà pas. Non, mais vraiment, c'est... Moi, j'ai jamais dit que j'ai inventé le tango. Ouais.
Les Argentins, ils dansent très bien le tango, Ouais. et tant mieux pour eux. Mais Ouais. à un moment, il faut pouvoir aussi comprendre que chacun a sa façon d'exister, chacun a sa façon de vivre. Et il faut remettre l'église au centre du village. Ce qui appartient à la culture noire, vous avez le droit de l'exprimer, mais il faut aussi respecter l'origine Exactement. de chaque chose. Tout comme on respecte l'origine de la Marseillaise, on n'est pas en train de dire que la Marseillaise est née au Congo. Quoi que ça se trouve, on ne sait pas. On sait pas, peut-être, Ou là-bas. les tirailleurs sénégalais, c'est peut-être eux qui l'ont écrit. Non, je rigole, c'était avant la Révolution française. Donc bon, j'ai un peu de culture, ça va. Ça va. Mais il faut savoir quand même aussi respecter la culture, les cultures afrodescendantes, d'où qu'elles viennent. Et pour revenir sur la question des discriminations capillaires, les enfants, quand ils pensent que tout ce qui est bon sort de l'homme blanc, les bonnes nourritures, les grands restaurants, chef blanc. Les grands sportifs, oui, on pense à des sportifs noirs. Mais on va plus parler d'Olivier Giroud que d'Ousmane Dembélé. Bien sûr. Voilà. Ou, forcément, quand Karim Benzema veut pas jouer à l'équipe de France, il est plus français. Voilà, c'est grave, Ouais, en fait. vraiment, Et vraiment. quand on pense à toutes ces représentations qu'ont nos enfants, comment ils peuvent s'aimer vraiment? Comment on peut se dire, je grandis avec une image positive de moi-même, parce que tout ce qui est associé à mon essence, et je dis pas que l'essence c'est la couleur de peau, hein. L'essence c'est la somme de tout ce qu'on va vivre Exactement. culturellement, psychologiquement, même dans notre corps, dans tout ce qu'on peut intérioriser et capter au travers de nos sens, d'où essence. Bon, c'est moi qui ai inventé ça là. Mais c'est beau, je l'accepte. J'ai trouvé que c'était pas mal. Quand on pense à tout ça, je me dis, mais comment c'est possible que l'enfant se construise positivement? Et il arrive dans un milieu, à l'école, rempli de blancs, disons-le, leucodermes, qui n'ont parfois rien de mal, rien de mauvais en eux. Même si l'enfant reste quand même une nature qui se rapproche beaucoup des comportements animaux. Parce qu'il n'a pas eu encore le moment de construire tous les réflexes de la pensée et de la raison. Et il se retrouve confronté, en fait, à tous les moyens et mécanismes de pensée des adultes, des courants de pensée que les enfants ont intégrés, n'ont pas eu le temps de digérer, ils sont en train de lui vomir dessus. Et ton enfant, il est au milieu de ça, là. Et puis, il est en train de gambader pendant qu'il y en a un qui va lui tirer sa tresse ou lui couper un doigt. C'est incroyable. Hein. Et je trouve qu'on vient appuyer sur un sujet hyper profond, parce que tu parlais d'essence, et ça vient vraiment de tout ce qui est l'acceptation de lui, en fait, de son identité en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Et effectivement, l'enfant, il est en pleine construction. Donc, on parle de construction identitaire vers les 7-8 ans, tu vois, en fonction des enfants, j'entends. Mais du coup, quand tu grandis avec justement toutes ces réflexions, et oui, entouré de personnes blanches, d'enfants blancs qui reproduisent parfois les comportements des parents ou les dires des parents qui peuvent blesser ou autres, surtout quand les parents, en fait, n'ont pas été sensibilisés à la question et donc, du coup, ne vont pas sensibiliser leurs enfants à faire différemment ou à justement faire autrement pour faire en sorte de ne pas être discriminant. L'enfant noir, tu vois, va grandir avec beaucoup de... Alors, je vais pas dire lacunes, mais en tout cas de manquements qu'il va essayer après de combler à l'âge adulte. Et après, on va avoir des patients qui, du coup, tu vois, ont grandi avec un manque d'amour d'eux-mêmes, avec, tu vois, une question de sens et d'identité très floue. Et c'est là où l'importance des parents et de la transmission culturelle, la transmission finalement transgénérationnelle, elle va être hyper importante, de leur faire part de leur culture, de leur une partie de leur essence aussi, tu vois, de qui tu es, qui nous sommes, notre histoire aussi en tant que peuple, notre histoire en tant que famille, dans la lignée, etc., pour que l'enfant puisse porter fièrement finalement cette partie de son histoire, et que quand l'enfant est confronté aux petites remarques là des autres, ils sachent répondre, en fait. Parce que pour moi, la différence, elle va se faire là aussi. L'enfant qui subit et l'enfant qui répond. De tout ce que tu me dis là, tu peux parler, mais je m'en fous parce que je sais qui je suis. Et on n'a pas besoin, dès le plus jeune âge, l'enfant, on peut le former sur ces questions-là pour lui apprendre à savoir qui il est, tu vois. Pour que l'enfant, demain, devant n'importe qui, il puisse se tenir ferme en disant « Moi, je sais qui je suis. Moi, je connais ma valeur et peu importe. » Moi, ma fille, tous les jours, je lui dis si quelqu'un t'embête,
tu lui dis écoute-moi bien, tu mets le doigt comme ça, tu dis c'est la dernière fois que tu me parles comme ça, je suis pas ta camarade. Et je lui dis à chaque fois, parce que tu vas pas être harcelé, toi. Tu vas pas harceler, mais tu vas pas non plus être harcelé, tu vois. Du coup, maintenant, à chaque fois, il me dit, je lui ai dit, nanana, je dis, ok. Et je lui demande à chaque fois, est-ce qu'on t'a fait une remarque? Et surtout, quand je la laisse avec son afro, la dernière fois, elle a voulu porter une petite robe madras aussi, tu vois. Et à chaque fois, je reste très sensible, la psy en moi, à ce qu'elle peut me dire, à comment elle vit ses journées, pour justement vraiment lui faire comprendre qu'à la moindre petite remarque, que ce soit sur sa couleur de peau, sur ses cheveux, elle laisse pas passer, en fait. Poser des limites. Exactement. Poser un cadre. Exactement. Donc ça, c'est la première chose à faire. Exactement. On a un enfant aux cheveux texturés, il faut poser un cadre, des limites, pour qu'il puisse se défendre. Exactement. Et ne pas laisser des gens empiéter sur son identité et son essence. Exactement. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut noter. Ouais, vraiment, c'est tellement important, on se rend pas compte. On se dit non, mais c'est des enfants, ils savent pas. C'est là que ça se fait, en fait. C'est là que ça se construit. Et une fois que tu apprends à ton enfant à poser le cadre, bah, tu viens nourrir, tu vois, c'est comme si je vois un tableau, bah, tu viens le peindre avec lui, ce tableau, tu vois, de belles couleurs, de belles choses, en justement lui apprenant que ses cheveux sont beaux, en fait. Et regarde comment on en prend soin, et regarde ce qu'on te met, et regarde comment on te coiffe. Et après avec la représentativité aussi, qui est hyper importante, finalement. J'ai envie d'être un peu égoïste. J'ai envie de poser une petite question pour moi, du coup. Vas-y. Là, tu as parlé de choses qui m'ont parlé énormément. Tu as dit des termes autour de la construction de son identité. J'ai envie de savoir, chez tes clientes et tes clients, comment ça se manifeste. Est-ce que tu as des exemples de situations qu'on pourrait voir? Ça permettrait aux parents, en fait, de voir ce que eux ils vivent et ce qu'ils sont en train de transmettre aux petits. En fait, par exemple, une patiente qui, tu vois, a du mal au niveau de son identité, elle va beaucoup... Tu vois, par exemple, elle va pas savoir répondre à la question « Qui suis-je ?» L'une des premières questions que je pose à mes patients, ça peut être une question bête. Hein. Tu vois, tu te dis « Alors, dis-moi qui t'es ?» Tu vas savoir me répondre. Alors, je vais essayer. Vas-y. Je pense que je suis le fils de mon père et de ma mère. Je suis martiniquais, fier de mes racines. Et je suis une personne qui, pour moi, vit dans l'essence et dans le sens de ce qu'il a envie de vivre tous les jours. That was nice. C'était pas mal? C'était pas mal. Ok, super. Vu qu'on n'est pas en séance, je vais pas creuser. Non, c'est bien, creuse pas plus. Oh, après tu vas tomber dans le trou, là. Oh, Jésus, je me sens tout nu, c'est pas bon. Ouais. C'était pas prévu. Non, je rigole. Mais donc, tu vois, beaucoup de mes patients, déjà, ont du mal à répondre à cette question-là. Qui suis-je? Donc ça, c'est la première question qui me permet un petit peu de jauger. Genre, t'as des gens, tu leur poses la question qui suis-je, ils te regardent. Quoi? Vraiment. Waouh. Ils peuvent passer genre 10-15 minutes à pas savoir quoi répondre. Ah, mais des fois, ils savent pas du tout et du coup, je leur donne un exercice à me donner pour la prochaine fois. Waouh. En fait, je pense qu'on minimise sincèrement l'impact de tout le vécu de l'enfant, où justement, quand il n'a pas grandi dans l'amour de soi, dans l'acceptation de soi, et dans la connaissance finalement de soi et de son histoire. Donc, le simple « qui suis-je » finalement, qui reprend tout ce vécu-là qui t'a formé, qui t'a emmené ici à qui tu es aujourd'hui, vu qu'il y a des personnes qui n'ont pas réussi à travailler sur ça, qui n'ont pas réussi à comprendre aussi le sens de tout ce qu'elles ont vécu, ou justement à comprendre où était leur place dans tout ce vécu, aujourd'hui, répondre à « qui suis-je », ça peut être très compliqué. Et beaucoup plus qu'on ne le pense. Vraiment. Wow. Vraiment. Donc ça déjà. Et puis ensuite, tu vas les voir aussi être dans des relations, que ce soit amicales ou amoureuses. Désavantageuses. Vraiment, on va dire ça comme ça. Très désavantageuses. Tu te dis, vraiment? Là, tu bègues pour ça? Non, mais sincèrement, parce qu'au final, quand tu ne te connais pas, quand tu ne sais pas qui tu es, tu vas accepter tout et n'importe quoi, tu vois. Et des personnes en deçà, vraiment, de ce que tu es censé mériter, si je peux dire comme ça. Okay. Et tu vois, on néglige beaucoup, surtout dans notre communauté, on peut négliger aussi les paroles valorisantes qui viennent construire l'identité aussi d'un enfant. Quand tu viens dire à un enfant, tu es beau, tu es belle, tes cheveux sont merveilleux. Bah, aussi, les là. Ah ouais, ça fait 6 mois que t'es enfant, c'est là que t'es gros aussi, hein. Ouais, je te jure. T'as maigri, hein. C'est dingue, c'est que, en fait, dans nos cultures. Je vois. Voilà. Pas besoin de. Quand on vient, en fait, dévaloriser l'enfant au lieu de le valoriser, on a des
patients et des patientes aujourd'hui qui vont être extrêmement exigeants avec elles-mêmes, qui vont être très durs du coup par rapport à ce qu'elles peuvent faire, qui vont se juger et se donner de la valeur parce qu'elles font et pas parce qu'elles sont. Et tu vois, des personnes qui ont un problème au niveau de l'identité, de l'estime de soi, etc., je vais les avoir en séance de ma valeur se trouve dans mon travail, quand je fais ci, quand je fais ça. Mais quand je ne fais rien, je sais pas qui je suis. Wow. Quand je fais rien, j'ai pas de valeur. C'est monstrueux. Et c'est énorme, en fait, et on se rend pas compte. Il y a un travail, et c'est pour ça, quand tu m'as dit ça, j'étais direct oui, parce qu'il y a un travail énorme à faire avec les enfants, dès leur plus jeune âge, pour les aider à se construire au mieux. Et ça passe par, du coup, des professionnels comme toi, parce que les parents ne sont pas armés, si je comprends bien, pour répondre à la majeure partie de ces questions-là. Parce qu'eux-mêmes sont en train de reproduire des schémas de pensée, des schémas de vie qui sont totalement mauvais. Vraiment. Et tu penses que oui, bon, forcément, il faut que le parent fasse un travail sur lui-même. Évidemment. C'est important pour pas continuer à reproduire, mais c'est comme la femme qui a les cheveux défrisés, tant qu'elle fasse la transition capillaire, elle en a pour quelques années. Mais l'enfant, il continue à être là, il continue à grandir. Ouais. Donc, il y a une certaine forme d'importance. Je ne savais pas que les enfants pouvaient être aussi amenés à faire des séances de psychologue. Oui, je ne savais pas que c'était adapté aussi aux enfants. Oui, en fait, on peut étudier la psychologie de l'enfant, la psychologie du développement. Et donc, du coup, en fait, on ne se rend pas compte, mais les enfants disent tellement de choses. Et les enfants ressentent beaucoup de choses. Et beaucoup de parents pensent que c'est bon, il est petit, il ne comprend rien. Dès le ventre de la mère, l'enfant reçoit des choses. Si la mère vit sa grossesse angoissée, l'enfant va naître angoissé. Si la mère est tout le temps en train de pleurer et tout le temps en colère dans des émotions désagréables parce qu'elle vit pas bien sa grossesse, peut-être avec le papa ou autre, l'enfant va ressentir tout ça. D'où l'importance de parler à l'enfant tout le temps et de ne pas se dire il est trop petit, il comprend rien. Ouais. Pareil, les enfants en plus bas âge, il faut leur expliquer quand on ressent des choses. Nous, quand on se sent mal, il faut poser des mots dessus parce que l'enfant va ressentir qu'on se sent pas bien. Oui. Et donc, il va absorber. Exactement. Et en se disant maintenant je vais lui cacher, c'est faire que des dégâts parce qu'au final il sait, ils savent les enfants. Donc c'est important. Sauf qu'il va pas apprendre à exprimer. Exactement. Il va intérioriser et ça va le pourrir de l'intérieur. Exactement. Et ça va donner des adultes qui ne savent pas extérioriser leurs émotions, qui disent oui à tout, qui ne savent pas mettre des limites ou qui vont au contraire vouloir que tout soit parfait et tu vois qui vont être très froids avec leurs propres émotions et les émotions des autres. Et vraiment, je te jure qu'on se rend pas compte de l'impact de notre éducation sur nos enfants. Et du coup, être froid, c'est pas qu'une question de personnalité, du coup. Non. Ça peut être aussi... ok. Ouais. Donc, la prochaine cliente qui va me voir et qui est froide avec moi, je vais dire c'est ma mère. T'es coincé, là, toi. Je te prends une séance avec Aurélie. Non, mais en vrai, on se rend pas compte, mais il y a des blessures qui, en fait, impactent sur notre comportement aujourd'hui. Pour, tu vois, éviter de revivre certaines choses qu'on a vécues dans l'enfance. Et des fois, c'est internalisé, donc c'est pas conscient. Mais du coup, on va les reproduire en étant adulte. Tu vois, des personnes qui ne tiennent pas des relations amicales, amoureuses, qui sont constamment dans le rejet, ça peut être parce que eux ont été rejetés par leurs parents. Et donc, par peur d'être eux-mêmes rejetés, soit ils vont rejeter avant, ou soit ils vont aller constamment dans des relations qui vont nourrir ce sentiment de rejet, parce qu'ils sont habitués à ça. Et tu parlais justement du fait de mériter tout à l'heure. J'ai bloqué sur ce mot, parler du fait de mériter. Pour moi, tu dis ne pas mériter. Pour moi, dans la vie, la nature a horreur du vide. Et ça fait écho au fait que certaines personnes sont très brillantes. Tellement brillantes que, comme Einstein le disait, vu que la vitesse de la lumière dépasse celle du son, ils sont brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche. Et certaines personnes le sont aussi physiquement très brillantes. Mais jusqu'à ce qu'on ouvre la boîte de Pandore de leur santé mentale, c'est là qu'on comprend les traumas, pourquoi ils sont avec telle personne. Parfois, tu sais, j'ai un audio qui coulait sur un groupe WhatsApp des Antillaises, tu connais, hein, en Guadeloupe, d'une dame qui commentait la vie des jeunes femmes avec une bonne situation, parfois qui ont des enfants et qui sont avec des bandits. Oui, tu vois sa situation, tu vois les choses de l'extérieur, mais tu vois pas ce qu'il y a de l'intérieur. Ouais. Et vu que la santé mentale, c'est quelque chose qui est invisible, et ça veut pas dire qu'on ne peut pas du tout le voir, hein. C'est deux choses différentes. C'est pas visible
au premier abord, mais ça se découvre. Comment tu pourrais permettre aux parents d'évaluer la santé mentale de leur enfant? Est-ce qu'il y a des tests? Est-ce qu'il y a des choses pour voir si ton enfant, désolé du terme, il est séquelé par les discriminations qu'il a pu subir? Comment ça s'évalue, ça? Alors déjà, tu vois, pour moi, c'est important d'évaluer d'abord sa propre santé mentale. Parce que généralement, quand t'es parent, alors le but, c'est pas d'être parfait. Faut que je prenne ma température. Voilà. Comment je me trouve? Non, alors le but, c'est pas d'être parfait parce que justement, l'enfant a besoin, comme Winnicott disait, de la mère plus ou moins bonne, ok, du parent plus ou moins bon. Mais c'est quand même de se poser la question, ok, quel est mon rapport déjà à moi avec ma santé mentale? Parce que forcément, l'enfant va copier. Si par exemple, t'as du mal avec tes émotions, t'as du mal à extérioriser, t'as du mal à les accueillir, t'as du mal à les extérioriser, forcément, l'enfant, tu vas voir que lui, il va faire des crises de colère, qu'il va pleurer beaucoup, qu'il va pas savoir mettre des mots sur ce qu'il ressent. Donc, tu vois, la santé mentale, c'est vraiment ce sujet vaste qui permet de jauger si tu vis bien. En gros, si tu es épanoui dans ta vie, si tu peux prendre des bonnes décisions, si tu as des relations qui sont saines et sensées, tu vois. Et donc, la santé mentale, ça prend en compte, par exemple, la gestion émotionnelle. Et donc, un enfant, par exemple, qui a du mal... Alors, je vais bien faire attention à ma phrase. Un enfant qui a du mal au niveau de ses émotions, on peut se poser des questions. Quand je dis qu'il a du mal, il faut faire attention parce que, en fonction de l'âge, la partie du cerveau qui gère les émotions, elle n'est pas forcément développée avant 6-7 ans, tu vois. Donc, l'enfant, comme tu disais un petit peu tout à l'heure, il a ces réflexes-là de s'il n'est pas content, il va bouder, s'il est frustré, il va montrer qu'il est frustré, etc. Mais c'est plutôt comment est-ce que je m'en remets après ça. Pareil, la santé mentale des enfants, ça peut être jaugé au niveau affectif. Comment est-ce que votre enfant témoigne l'affect qu'il a pour vous? Est-ce que votre enfant, il est capable de venir demander un câlin? Est-ce que vous êtes capable de faire un câlin à votre enfant? Est-ce que votre enfant, par exemple, à chaque fois que vous allez lui dire il a fait une bêtise, il va se mettre à pleurer, il va avoir peur que vous soyez sévère avec lui? Est-ce qu'il va avoir peur que vous ne lui parlez plus? Enfin, comment est-ce que votre enfant, il réagit finalement face à toutes ces situations du quotidien où normalement, un enfant qui a une santé mentale plus ou moins saine, on va dire, il sait que son parent l'aime. Donc, peu importe ce qu'il va faire, on va pas forcément parler de santé mentale, mais plus d'attachement. L'attachement de l'enfant va être sécure. Et en fait, l'attachement sécure de l'enfant, il va se manifester dans justement sa capacité à aller explorer le monde extérieur, tout en étant conscient qu'il y a toujours maman et papa qui sont là, tu vois. Même des bébés, il y avait des tests qui étaient faits par des psychologues des bébés pour montrer ça, et tu voyais des enfants qui étaient sécures, qui allaient explorer, parce qu'ils savaient que maman était là. Par contre, les enfants qui avaient un style d'attachement anxieux ou évitant ou autre, parce que finalement, le parent n'était pas présent au niveau affectif, au niveau émotionnel, et eux, ils allaient avoir des difficultés à interagir avec le monde autour d'eux. Et donc ça, c'est hyper important. Si un enfant, on peut dire qu'un enfant a le droit d'être timide. Tu vois, ça peut faire partie de sa personnalité, il n'y a aucun souci. Par contre, si votre enfant, par exemple, il se fait jamais d'amis, il est toujours tout seul à l'école, il est toujours harcelé, tu vois, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que de base, les enfants qui harcèlent vont vers les enfants qui ont une disposition à se laisser inconsciemment harceler. Et je sais que ça peut être dur d'entendre ça en tant que parent, parce que ça veut dire que comment ça, mon enfant... Mais en fait, c'est ce qu'on va leur transmettre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on apprend à notre enfant à avoir un cadre, à s'affirmer, à savoir qui il est, tu vas pas harceler l'enfant. Quand l'enfant, il est sûr de l'amour que ses parents ont pour lui, de qui il est en tant qu'individu, en tant qu'individu singulier, finalement, il va pas se laisser harceler. Qu'on fasse des workshops. Il faut vraiment qu'on fasse des workshops. Parents-enfants. Pour que le parent il soit sensibilisé aussi workshop à ça. Autodéfense des enfants noirs à l'école. C'est la dernière fois que tu peux rien. Ok. Je te jure, mais c'est tellement important. Super intéressant. On néglige beaucoup ça, tu vois. Mais je n'avais même pas notion que ce serait nécessaire et évident. J'ai été un peu harcelé quand j'étais petit à l'école parce que j'ai toujours été très différent. Tu sais, j'étais le grand mince, le truc qu'on jette à la poubelle, littéralement. Et c'est fort ce que tu viens de dire, mais vu qu'on n'est pas en séance, je vais pas le relever. Vas-y. On me fait une séance. C'est drôle parce que aux Antilles, faire une séance, c'est faire de la magie. Je sais pas si tu sais ça. Si. Ouais. Et
quand tu penses à ce genre d'image, quand tu vois ce genre de choses, et que tu connais ta valeur, tu sais que ça te touche pas. Oui, ça t'a touché. Oui, tu l'as vécu parce que ça fait partie de toi, ça fait partie de ton passé. Exactement. Mais aujourd'hui, tu as choisi ton existence et tu as choisi de vivre tel que tu veux vivre. Maintenant, quand on pense à tout ce que tu dis de mettre en place, à tout ce que tu dis de faire, je me dis, mais purée, si on avait eu ça quand on était petit. Parce qu'aujourd'hui, on pense à seulement la force physique. Tu penses à être fort, à être musclé pour te défendre, les armes, les couteaux. On en voit beaucoup à l'école en plus aujourd'hui, de plus en plus. Ouais. Quand un petit jeune s'est fait tuer la semaine dernière, agressé au couteau, il me semble que c'est dans un lycée en France. On pense à tous ces mécanismes de défense, mais on ne pense pas aux mécanismes de défense et d'auto-défense psychologique. Qui est hyper important. Parce que l'agression ne se trouve pas seulement au travers de l'autre. Ouais. Aujourd'hui, on a des trucs qui s'appellent le téléphone et on se fait constamment agresser par des images, par des choses, sans même s'en rendre compte. Vraiment, ce qui se dépose inconsciemment en nous, c'est incroyable. Et aujourd'hui, les enfants qui ont, pour la plupart... Je dis la plupart parce que je sais qu'il y a des parents qui font pas ça. Oui, et il faut qu'il y en ait plus. Nous, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de téléphone. Je te jure, voilà. Attendre le lycée. On n'a pas de problème. La pauvreté nous a construit, nous a monté en l'air comme ça. Oh, je rigole. Tu rigoles, mais pas trop, hein, en vrai. On n'avait pas... Ouais. On est en séance aujourd'hui. Vous voulez une séance avec Aurélie Barnabé ? Voilà, c'est parti. On va faire des épisodes de podcast comme ça. Séance avec Aurélie. Ça va être un truc de fou, ça. Vraiment ? Ça a marché. Ouais, je pense, Quand ça t'a permis de pas être exposé à ça trop jeune, mais aujourd'hui, tous les jeunes sont exposés à ça. Et d'où l'importance des parents. Et nous, on l'a pas mal... Parce que nous, on a au moins un minimum de filtres. Et encore, moi, je suis là, sur TikTok, je suis à 3/4, comme ça, sur mon lit, la bouche ouverte. Oh, et je swipe. Toutes les bisbandes. Mais je me dis aux gosses, parce que je swipe, j'ai le cerveau un peu débranché, voilà, je filtre, mais sans trop filtrer, et puis je déswipe, j'ai ma femme qui me regarde, qui me dit, qu'est-ce que t'as déswipé là? Mettez bien le pictole pour le quai. Donc du coup, je reswipe. Et un gosse, il fait pas ça. Un enfant, non, jamais. Il n'a pas du tout ce filtre, cette capacité à prendre de la distance vis-à-vis de ce qu'il regarde ou de ce qu'il reçoit. Et oui, les agressions viennent de ce qu'on peut vivre à l'école, mais énormément de ce qu'ils doivent aussi voir au travers des réseaux. D'où vraiment... tu vois, moi, c'est pas quelque chose que je conseille, tu vois, aux parents avec leurs enfants. Après, je comprends qu'on est dans un monde où maintenant tous les enfants ont un téléphone. Donc, pour pas non plus être celui qui se fait harceler parce que t'as pas de téléphone, tu vas en donner un peut-être à ton enfant. Mais de surveiller, mais ultra ce que l'enfant il regarde, tu vois, au maximum. Et au contraire... Et est-ce qu'il devrait regarder un truc même ? Tu vois, c'est ça. C'est ça aussi. Est-ce qu'il devrait regarder ? Un téléphone, c'est un outil. Tu vois ? C'est un outil de communication. Il faut qu'il apprenne à l'utiliser. Moi, je suis totalement pour que les enfants créent du contenu, mais en consommer. Pour faire quoi ? Mais... Tu as consommé ce que tu as créé, hein, c'est bon. Hein. C'est tout. Est-ce que ton pote y crée ? Peut-être. Et encore, faut que je vérifie, tu vois. Et encore. Ouais, vraiment. Ouais. Non, mais c'est tout un débat, en fait, tu vois. Ouais. Qui est-ce qui a dit que les enfants devaient regarder des vidéos à longueur de journée, devaient swiper sur les réseaux, devaient être exposés à des réseaux pédopornographiques ? Franchement, c'est quand tu vois que sur Telegram, ils sont en train de démonter des réseaux avec des centaines de personnes qui s'envoient des photos de gamins tout nus, c'est dégueulasse. Ouais. Et tu sais que ton enfant... Et ça me fait penser à une application qu'ils avaient sortie. Il y avait une TikTokeuse assez connue en France qui est suivie par beaucoup d'enfants qu'il avait promu sur sa page de messagerie pour que justement des mineurs puissent discuter ensemble. Mais pourquoi faire ? Soyons sérieux. Qui est-ce qui va aller là ? Franchement. Des pédophiles, bien sûr. Des prédateurs. Oh là là. Et puis ils vont parler que ta gamine de 9 ans, viens, on se rencontre au parc. C'est dingue. On va se voir, Aurélie, au parc. Et ta fille qui te dit, ah maman, je vais au parc avec mes copines. Ça va trop vite en plus. Hein. Et il suffit que tu aies une seconde d'inattention et que t'as pas compris quelle copine et que sa copine s'appelait Gérard, 56 ans.
Hein? Voilà. Dégoûte, ceux-là. Voilà. Ah non, mais on se rend pas compte. Je Qu'est-ce sais qu'ils qu'on foutent est. sur ça? Ouais. Je sais qu'en tant que parent, on peut être débordé, tu vois. On est là, mais il faut qu'on soit hyper vigilant avec nos enfants, tu vois. Oui, mais Ça il y a fait partie de débordé, nos- débordé. Tu vas être encore plus débordé s'il a un téléphone dans ses mains. Hein. Oui, mais tu vois, il y a des parents qui s'en rendent vraiment pas compte. Je te jure, le nombre de parents que je vois faire. Vas-y, c'est bon, prends le téléphone. Tu vois, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils en peuvent Bien plus. sûr, mais Et ils ont le droit. Mais ils ont le droit d'être Mais fatigués. exactement, Totalement. exactement. Mais est-ce que la fatigue justifie le fait que le gamin t'harcèle pour avoir un téléphone? I don't think so. Quelque chose qui n'est pas du tout un besoin vital. Oui, Ouais. c'est t'harcèle pour boire, manger, faire Il y a pipi, pas faire de caca, souci dormir. pour ça. Mais c'est normal. Ouais. C'est les besoins vitaux d'un être humain. Exactement. Sociabiliser, discuter, jouer. Voilà. Mais pour un téléphone. Non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est l'exposer, en fait, à des mécanismes qu'on était en train de décrire au début de ce podcast et qui, au final, sont totalement délétères. Exactement. Aurélie, est-ce que tu as un mot de la fin? Déjà, comment on peut te contacter? Comment on peut te joindre? Parce qu'on va faire ces workshops, ces bootcamps, Moi, là, on je attaque, suis on va à le ça. faire, on va les démolir. Oui. Je parle pas hyper des gens, je important. parle Non, des idées. bien sûr, Voilà, on bien déconstruit sûr. les idées, on aime les gens. We love people. Voilà. Moi, j'aime le monde, mais pas tout le monde. C'est important. C'est vrai. Non, c'est vrai, tu peux pas aimer tout le monde. Non, Ouais, c'est parce que important. sinon, tu n'aimes pas un amour sincère Exactement. et profond. Donc, Alors, comment sur les réseaux, on te Aurélie joint Barnabo, ou par mail, contact@auréliebarnabo.com. comment on fait pour prendre rendez-vous avec toi? Pareil, par mail ou sur mes réseaux, il y a un lien pour prendre rendez-vous avec mon assistante et c'est elle qui gère un petit peu toutes les prises de rendez-vous. Donc, je clique sur le lien Voilà. et Il y a contact, prendre rendez-vous, faire un bilan, c'est gratuit. Enfin, c'est comme très bien. Voilà. Bilan gratuit. Voilà. D'accord, faut qu'on fasse des bilans gratuits au salon. Exactement. Où tu Avec viens, plaisir. il y a une petite salle en bas et tu viens faire ton bilan gratuit pour savoir si tu es séquelé. Avec ton enfant, si tu veux. Je rigole, vous n'êtes pas séquelé, prenez pas ça au premier degré, je vois venir là. Donc, si je veux savoir un peu comment mon enfant se sent, mais genre, j'ai trop envie de faire ça en fait. C'est trop bien. Mais il y a plein Tu de viens choses de à poser faire, là, je te jure. au salon Ouais. et puis discuter, petite séance parents-enfants. Mais même en suivi, ça pourrait être trop bien, tu vois, puisque j'ai plein de parents qui font des sessions parents-enfants. Ok. Et de formation pour apprendre à se coiffer, même des gens qui se forment tout seuls, faire un petit diagnostic gratuit par la suite pour Ouais. voir où ils en sont. Ouais. Et après, pourquoi pas que ça débouche sur un accompagnement et tout, je trouve que ce serait magnifique. Vraiment. Et Même puis pour les mes clients. workshops. Mais on va proposer ça à toutes mes clientes, hein, dites donc. Vous voulez pas faire une petite séance gratuite avec le psy? Hein? Non, mais ce serait Faut trop jamais bien. leur dire ça comme ça parce qu'après, Non, mais j'ai ils compris. passent de. Tu t'as capté. Ils vont vouloir m'agresser, là. J'ai pas de problème, je sais me défendre. Je vais Je très suis un grand bien. garçon. Je suis une femme potomite sans femme de bout. Ah oui. J'aime pas le terme potomite. Moi non plus, j'aime pas bien du tout. doubout. Mais il faut le déconstruire, ça aussi. Il y a oui, beaucoup à faire. Et il faut aussi pouvoir aussi se l'approprier pour en faire quelque chose Exactement. d'autre que ce qu'on a voulu lui Exactement. coller comme image. Exactement. Donc, sur les réseaux, Yes. ensuite, du coup, tu m'as dit sur Insta, par mail, on trouve tous tes contacts. Exactement. Aurélie Barnabo, tu as écrit un livre aussi, Aurélie? Oui, un guide pour vous aider à faire du journaling. Oui. Donc, le journaling, c'est le fait d'écrire tous les jours ou régulièrement ce qu'on ressent, ses pensées, ses émotions, réussir à comprendre ce qui se passe en nous pour mieux travailler. Et donc, j'ai écrit une sorte de guide pour t'aider quotidiennement à faire ton journaling. Très bien. Pareil que tu peux retrouver sur mon Instagram. Il n'est pas Magnifique. encore sur Amazon. Bientôt. Mais comment je l'achète alors? Via le E-book? lien sur mon Instagram. Ok, très Il bien. est disponible En c'est moi physique. c'est moi qui l'expédie. Très bien. Voilà. Ok, donc tu vas me l'envoyer avec un petit mot Exactement. signé Aurélie à venir Exactement. acheter au salon. Venez vous le Exactement. procurer Voilà. au salon On va faire avec plein de Aurélie. trucs. Trop bien. En plus des workshops. Yeah. Magnifique. Ok, super. Ben, écoute Aurélie, je pense que... Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Alors déjà, merci. Merci parce que je trouve que c'est hyper important d'avoir ouvert ce débat et cette conversation. Et puis vraiment d'encourager les parents à faire au maximum. Je sais qu'on est dans une société où on est débordé à 1000%, mais si on fait des enfants, c'est qu'on est là pour eux, tu vois, on est la première source justement de giver, de leur donner de l'amour et de les aider à se construire. Donc que il n'est jamais trop tard, que là vous pouvez déjà commencer à faire les choses pour justement construire des hommes et des femmes saines et épanouies pour demain, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt du coup. À très vite, oui.